Il y avait des malades imaginaires dans votre mise en scène. Il y avait Rêver peut-être de Jean-Claude Grimbert dans la mise en scène de Jean-Michel Ribes. Et Godot. Et Godot, oui, en attendant Godot. À propos de Godot, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'était avec Pierre Arditi. Donc, parce qu'on est très complices, comme vous l'avez compris, on se connaît depuis, je sais pas, moi je le connais, on se connaît depuis qu'on a commencé, quoi. Et dans Godot, il y a, vous savez, le refrain, qu'est-ce qu'on fait? On attend Godot, etc. Et dans la salle du théâtre du Rond-Point, tout d'un coup, maintenant ça se fait moins, mais il y a un téléphone portable qui sonne. Alors, et c'est imbécile de Pierre qui me dit « C'est Godot ». Vous n'avez pas été perturbé? Vous avez improvisé? Moi, j'y reste jamais, mais lui, il restait, ça veut dire, non, moi, j'ai fait comme ça. Et lui, il s'est retourné, il était content de sa farce. Il faut dire que il y a des gens qui ont réagi. Mais ça se fait moins maintenant, hein, les coups de... Les téléphones portables qui sonnent au théâtre? Oui. De temps en temps? Nous non. Ne sonne pas ça. Est-ce qu'on peut revenir à Molière? À qui? À Molière. Ah, à Molière. Ouh là là. Discuter un peu de la conception que vous avez eue pour monter Le Malade imaginaire. C'est un spectacle qui reste gravé dans les mémoires. Ben, si vous voulez, je suis parti du principe que c'était quelqu'un qui était quand même vraiment malade et dont on se moquait mais bien qu'il soit un psychopathe, je ne sais pas comment on peut appeler, mais un hypochondriaque. Et il avait un hypochondriaque, et qu'il avait un espace mental à lui. Il y avait son espace de malade qui était comme un espace tout blanc, comme une clinique. Et dans cet espace, on l'a vu arriver Toinette, qui était jouée magnifiquement bien par Catherine Lachance, qui lui jette qui veut l'étouffer avec un oreiller, et les médecins, les diaphragmes, tout ça, dans cet univers donc clinique, en quelque sorte. C'était ça la conception. C'est un très très beau décor de Alain Batifoulier, qui est un décor tout blanc. Avec juste un trône. Et dans le fond, il y avait un rideau qui pouvait s'ouvrir. Et c'est ce que j'appelais la lande du roi Lear, si vous voulez. Et c'est parce qu'il allait, quelquefois, il allait dans la lande, où il y avait en même temps, si on voulait voir ça pouvait être ça, une espèce de petit temple qui pouvait être aussi un petit endroit où il allait faire sa toilette. Hein, et il avait cet espace-là où il allait. Donc l'espace était coupé en deux, un espace clinique et un espace complètement imaginaire. Donc le malade, justement, imaginaire. La mise en scène du spectacle et la scénographie étaient bâties autour de ça, de ces deux espaces différents. Et le malade était différent aussi. Et soit qu'il soit dans l'espace clinique, soit qu'il soit dans l'espace, disons, dans ce que j'avais appelé, moi, dans mes notes, puisqu'il est tout noté, le texte, et la lande. Et à la fin, c'était assez impressionnant, parce que pour le final, il y a un grand escalier rouge qui descendait dans l'espace clinique. Et sur cet espace-là,
il y avait à peu près une trentaine de figurants déguisés en docteurs, et c'était assez impressionnant. Ce spectacle était, oui. Alors, toujours dans les spectacles, parce qu'avec Molière, il faut faire attention. Il faut jamais, ce que je dis, il faut toujours être sur la crête entre, si vous voulez, le comique, on peut appeler ça, oui, le comique, et la dimension tragique. Si on assombrit Molière, on le trahit. Si on ne fait des pièces de Molière qu'une pochade, si par exemple, le Malade imaginaire, c'est uniquement la bataille de Polochon, ça n'a pas de sens. La difficulté, c'est que Molière est un auteur complet entre ce qu'on pourrait appeler le tragique et le comique. Et c'est en ce sens que Molière est un élisabétain, parce que, comme vous le savez, le théâtre de Shakespeare, c'est d'ailleurs la grande découverte des auteurs français à un moment, c'est que dans Shakespeare, il y a tout. Il y a le comique, il y a le tragique, il y a la folie, il y a un mélange des genres, alors que dans le théâtre classique français, sauf chez Molière, on n'ose pas, quoi. Il n'y a pas beaucoup de... Britannicus, par exemple, est une pièce magnifique, mais il n'y a pas tellement de raisons de rire dans Britannicus. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas tellement de Polochon. Et vous avez créé des intermèdes pour ce spectacle-là? Oui, il y a eu un intermède. Oui, c'était des intermèdes à partir de textes de Molière, mais qui étaient dans le Malade imaginaire. Ils étaient accompagnés par des musiciens sud-américains qui avaient imaginé c'était un groupe qui s'appelle Los Chacos. Et puis, pour les Faubourgs Scapin, alors il y avait carrément, ça s'appelait les Faubourgs Scapin, au Scapin, les Faubourgs Scapin. Et il y avait un intermède, enfin pas un intermède, il y avait comment dire, enfin... Une pièce un peu plus courte, oui, en levée de rideau, je pense. Il y avait un lever de rideau, et qui était inspiré, disons, de l'impromptu de Versailles, oui. Voilà. Mais il y a toujours eu des intermèdes effectivement dans ces spectacles, quelquefois avec des musiques, justement, de François Fayet. Voilà. Vous avez marqué les esprits aussi en interprétant Sganarelle pour Patrice Chéreau. C'était ça me fait plaisir qu'on l'évoque ici, parce que c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est un très très grand souvenir. D'abord, on était très, très amis. Moi, je l'aimais beaucoup. Et je crois que c'était réciproque. Et un ami commun, dont j'ai parlé tout à l'heure, Gilles Sandier ou Georges Salès, ça dépend. Gilles Sandier, c'était son nom de journaliste, et Salès, son vrai nom. Nous avions plus ou moins réunis autour d'un projet. Et finalement, on s'est mis d'accord pour monter Don Juan dans la mise en scène de Patrice et moi, faisant le rôle de Sganarelle. Et ça a été une très belle mise en scène qui a marqué, qui a fait date, et qui a été les débuts du théâtre de Sartrouville avec Patrice. Et le décor étant de lui-même, c'était pas encore Richard Peduzzi qui faisait ces décors. Pour moi, c'est un très très grand souvenir. Il n'y a qu'un petit souvenir, alors rigolo, c'est que la scène, pour ceux qui connaissent Don Juan, et c'est un peu iconoclaste, mais Dieu sait que Chéreau l'était, et l'a toujours été.
Et il a coupé la scène de Monsieur Dimanche, purement et simplement, et qui est très importante pour ceux qui connaissent Molière. C'est un rapport à l'argent et tout ça. Alors, quand on lui demandait pourquoi il aime, moi, j'étais pas tellement d'accord. Enfin bon, c'était le metteur en scène. Et quand on lui, moi, il me disait parce que ça m'ennuie, voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais évidemment, ça lui a valu des gens, des mauvaises critiques. Des mauvaises, pas des mauvaises critiques. Le spectacle a été bien accueilli, très très bien accueilli. Mais là, il y a des gens qui ont dit mais c'est pas possible quand même. Les seules critiques, c'était ça. Pourquoi couper la scène de Monsieur Dimanche? Mais c'était quelqu'un de têtu. Je l'aime beaucoup et son décès récent m'a beaucoup touché. Il nous manque beaucoup. Moi, je considère que, si vous voulez, c'est l'un des plus grands metteurs en scène de ma génération, de mon époque. Et même encore maintenant, il reste... il n'y a pas beaucoup de Chéreau. Et c'est quelqu'un aussi qui a su... sortir très vite de l'institution et pour mener une vie plus libre, faire des films, faire des opéras. Il a su réinventer les pièces classiques aussi. Oui, bien sûr, oui. Vraiment, et ça, c'est un très beau souvenir. Vous n'avez pas un extrait de ça? Non, malheureusement. C'est dommage. Je voulais revenir un peu sur Sganarelle, parce que les critiques de l'époque de 1969 sont vraiment dithyrambiques par rapport à votre prestation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le Sganarelle que vous jouez? Moi, j'ai noté des choses. Donc, la presse disait un charlot lyrique, un clown ivre ou un pitre désabusé. C'était quelque chose de complètement nouveau d'interpréter Sganarelle comme ça. Et d'abord, il y avait le costume de Jacques Schmitt, qui était un compagnon de Chéreau, et c'était un peu le costume qu'on retrouve là dans Godot. Dans Godot, c'est un peu le même, puisque avec puis un chapeau. Hein, et puis c'est ma façon quelquefois clownesque, effectivement, de jouer. Puis j'ai été encouragé dans cette voie par Patrice. Et c'était un travail formidable. Vraiment. Et quand j'ai repris après Sganarelle avec Pierre Arditi, dans ma propre prise en scène, j'ai essayé de retrouver ce que j'avais fait quelques années auparavant avec Patrice Chéreau. Et oui, si vous voulez, si vous suivez mon travail, j'ai souvent, c'est depuis que j'ai eu ce costume de Schmitt, j'ai souvent des chapeaux claques ou des chapeaux blonds qui me donnent une allure clownesque, effectivement. Et ça, c'est voulu et j'aime bien. Finalement, si on devait me dire quel est le costume que tu préfères, ben c'est celui-là. Donc un pantalon vague avec des savates, une chemise, un grand manteau gris, et puis... Pourtant, vous avez porté de très beaux costumes. Ben oui, bien sûr. Mais c'est celui que vous préférez? C'est celui que je préfère, voilà. Et comment vous préparez pour les rôles? C'est-à-dire pour Godot ou même pour Sganarelle? Là, vous avez été dirigé une première fois par Patrice Chéreau. Est-ce que vous avez une technique précise? D'abord, j'ai été très peu souvent dirigé. Il y a eu Chéreau, Jean-Pierre Grandval, Stéphanie Tesson, François Bourgeat. Et quand je suis dirigé par quelqu'un, je me laisse emporter. Je suis très, très, très discipliné. Et autrement, je prépare pas d'une manière universitaire. Par exemple, je me refuse de lire
tout ce qu'on a pu dire sur Don Juan, parce que je pense que ça encombre. Je considère que, par exemple, le Sganarelle, c'est un personnage d'aujourd'hui, si vous voulez, enfin, autrement, on n'a rien à fiche ici. Alors, j'ai ce type de rapport-là. Et puis, pour les textes modernes, qui sont des textes très textuels, justement, et très compliqués à apprendre, alors généralement, je prends un grand cahier et je fais une partition. C'est-à-dire, d'abord, j'écris, je m'approprie les répliques et je m'approprie le texte par ma propre écriture, et je fais toute une partition de mon texte. Alors, par exemple, je mets 3 répliques sur une page, un mot sur une autre page, suivant que ce mot, c'est un point, c'est un point d'orgue, un point, ou voilà. Enfin, je travaille souvent comme ça, et c'est... Puis le travail aussi, enfin, j'ai aucune a priori sur les spectacles. Quelquefois, le travail, vous savez, je vais vous donner un exemple. C'était dans Dylan, qui est une pièce sur la vie de Dylan Thomas, qu'on a créée au Théâtre du Rond-Point, dans la mise en scène de Jean-Pierre Grandval. Jean-Pierre Grandval étant le fils de Madeleine Renaud. Et il n'était pas très connu, mais c'était quelqu'un qui savait bien s'occuper des acteurs. Et en même temps, dans la troupe, il n'était pas forcément apprécié parce que les gens disaient « mais il nous dit rien, et on ne comprend rien à ce qu'il dit » et tout. Et tout d'un coup, Jean-Pierre, pour le jouer le personnage de Dylan, il m'a pris dans un coin pendant 5 minutes et il m'a expliqué exactement comment il voyait la chose. Et il avait raison, et là j'ai compris. Si vous voulez, il ne faut pas... Les choses se déclenchent comme ça, pour un acteur, dans la difficulté, dans le labeur. Bien sûr qu'il faut du labeur, mais c'est pas forcément avec un labeur qu'on arrive à quelque chose. C'est quelquefois un rien, c'est quelque chose, quelqu'un qu'on voit dans la rue, qui a une idée, voilà. Le travail d'acteur, il est profondément ancré dans la réalité. C'est comme ça que je le conçois. Et quant à ma façon de diriger, moi j'aime beaucoup écouter les gens, écouter les voix, écouter les corps, écouter aussi la façon dont les acteurs marchent. Ça vous paraît bizarre, mais on peut écouter une marche. Et je ne parle pas forcément beaucoup, mais quand je dis quelque chose, c'est que je suis sûr de ce que je dis. Ce qu'il y a quelquefois dans la profession, il y a beaucoup de metteurs en scène qui parlent pour parler et pour montrer qu'ils ont un savoir, par exemple, qu'ils savent tout. Et ça, je crois que c'est un metteur en scène, c'est Grambert, non pas Grambert, qu'est-ce que je dis? Grambert est un auteur, et que j'ai joué des extraits là, de Rêver peut-être. Bon, peu importe. Lui, il dit, c'est un metteur en scène allemand qui a travaillé en France. Comment s'appelle-t-il? Il était souvent, il apparaissait, il arrivait aux répétitions fatigué et un peu apparemment comme ça, et il s'asseyait à la table de régie. Et ça, c'est une comédienne que j'adore, qui n'est plus là maintenant, qui était au Français, qui a été une des Bélines, bon, enfin peu importe, et qui a dit tout d'un coup, il se réveillait et disait ah non, ah non, c'est pas ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire.
je te dis exactement, oui. Enfin, on croyait qu'il végétait, mais pas du tout. Il était très... Et c'était très précis, très vrai, et voilà. C'est pas le nom du metteur en scène? Ça ne vous revient pas? Non, mais je l'aime, mais je ne veux pas le dire. Parce que... d'accord. D'ailleurs, il ne travaille plus en France. Ah. Avant de passer à l'échange aux échanges avec le public, j'ai une question. Je voudrais savoir comment vous gardez intacte votre passion pour le théâtre depuis toutes ces années que vous avez été servi. Je sais faire que ça, hein, je veux dire. Je serais malheureusement un très mauvais plombier ou... je sais pas. Non, j'aime ça et je garde une vraie passion, oui, pour le théâtre. Parce que c'est ma vie, ça remplit toute ma vie depuis bien jeunesse, bien que j'ai toujours, pour terminer là-dessus, si vous voulez, j'ai toujours su que je serais, comme dit la chanson de votre compatriote Aznavour, un saltimbanque, que je serais un saltimbanque, que je serais un artiste, enfin, en tout cas que je ne serais pas... Et je garde encore cette passion en moi, ben, c'est bien normal, non? Malheureusement, il faut beaucoup d'énergie, et les ans passant, j'en ai un petit peu moins. Ce qu'il faut, je crois, pour faire du théâtre, il faut d'abord une présence. Hein. Il faut que quand l'acteur entre en scène, on se dise, tiens, il se passe quelque chose, il y a une étincelle. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette présence. Il faut qu'il y ait une voix, hein, aussi. Il faut qu'il y ait une façon de dire. Et il faut qu'il y ait une grande énergie intérieure, pas une énergie physique et une énergie mentale et une énergie spirituelle. Ça, c'est l'essentiel. Si on n'a pas cette énergie, on est un acteur quelconque. Voilà. Mais je crois que les grands acteurs, ils ont tous ça. Ils ont la présence, la voix, la façon de dire, hein, qui peut être très particulière, et une énergie intérieure et une énergie physique. Il faut être en bonne santé, hein, et une énergie, voilà. Molière, quand il a arrêté, bon, il n'avait plus l'énergie nécessaire, malheureusement, mais il a quand même tenu à jouer pratiquement le malade, là, pas jusqu'au bout, mais quelques représentations où il était très malade. Voilà ma passion pour le théâtre. Puis vous aussi, vous l'avez. Hein, mais si, c'est formidable, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont passionnés pour le théâtre, et on aime leur faire plaisir et tout, et il y a le public qui compte aussi. Moi, j'aime le public. S'il n'y a personne dans la salle, je le vis comme un échec, parce que le théâtre, comme le disait dans son langage folklorique Jean-Louis Barrault, c'est faire l'amour avec quelqu'un, quoi. Vous ne pouvez pas faire l'amour tout seul, ou bien c'est de la masturbation, et c'est pas terrible. C'est pas pareil.